Beaucoup de rumeurs puis de fausses croyances circulent au sujet du calcul de la cotère. Pour vous aider à départager les mythes de la réalité, on va prendre le temps de s'attarder au calcul pour vraiment le comprendre. Depuis sa création, le calcul de la cotère a été peaufiné au fil du temps pour en arriver en 2017 à ce qu'on pourrait appeler sa version 2.0. Pourquoi? Parce qu'elle est plus fiable, plus juste et surtout plus équitable. On va observer chacun des paramètres et on va les décortiquer ensemble. Tout d'abord, on additionne 5. Pourquoi? Il faut comprendre que les paramètres précédents dans la formule peuvent être négatifs. Donc, c'est un ajout qui va nous permettre de nous assurer que la plus petite cotère soit de 0. C'est pas mal moins déprimant. Maintenant, on multiplie par 5. Si on n'effectuait pas cette opération-là, les cotères se situeraient dans un intervalle de 0 et 10. En multipliant par 5, l'intervalle est maintenant entre 0 et 50. Ça permet, au moment où les universités vont devoir discriminer, de le faire sur la 3e décimale, par exemple, plutôt que de devoir se rendre à la 4e, 5e ou même 6e décimale. C'est maintenant qu'on s'attaque au cœur de la formule, la cote Z au collégial, qui est calculée pour tous les cours qu'un étudiant va suivre au cégep. C'est une mesure qui positionne l'étudiant par rapport à son groupe. Pour comprendre la cote Z, on va l'illustrer à l'aide d'un exemple, celui de Zénon et de Zoé. On va supposer que tous les deux veulent faire une demande dans le programme le plus contingenté de l'univers, un programme où on accepte uniquement un candidat. En tant que comité de sélection, on doit choisir le meilleur. On va regarder les informations au compte-gouttes pour nous permettre de prendre la décision la plus éclairée qui soit. On va s'intéresser aux résultats dans un seul cours. Zénon a obtenu 90 % alors que Zoé a un résultat de 80 %. Ici, la logique voudrait qu'on donne la priorité à Zénon. Mais est-ce qu'on serait certain de choisir le meilleur candidat? Pas vraiment. Donc, on va faire comme tout étudiant qui veut se comparer aux autres, on va regarder la moyenne du groupe. Qui on prend maintenant? Cette fois-ci, on aurait tendance à dire Zoé parce que son écart à la moyenne est supérieur. Par contre, encore une fois, on se rend compte qu'il nous manque des informations pour être en mesure de bien juger. On vous dévoile des données sur la composition du groupe pour aider un petit peu plus à la réflexion. On va supposer que nos deux étudiants appartenaient à des classes différentes, composées chacune de 20 élèves. Voici comment les résultats sont dispersés dans la classe de Zénon et dans celle de Zoé. Là, notre raisonnement nous fait pencher en faveur de Zénon, parce que même si son écart à la moyenne est moins grand que celui de Zoé, quand on regarde la répartition des notes, on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus exceptionnel. C'était le seul à avoir 90 %. Dans le cas de Zoé, son écart à la moyenne a l'air beaucoup plus ordinaire, plus banal quand on regarde son groupe. Donc, l'information sur la constitution du groupe permet de dire si l'écart à la moyenne est vraiment exceptionnel ou non. C'est une information qui parle de la manière dont les résultats sont dispersés. Il existe une mesure statistique qui peut quantifier ça et c'est l'écart type. On calcule l'écart type dans chacun des groupes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça par la suite? Eh bien, on l'utilise comme diviseur de l'écart à la moyenne. Ça, c'est la cote Z. Ça mesure le caractère exceptionnel de l'écart à la moyenne. C'est une bonne mesure si on veut comparer des étudiants qui appartiennent à des groupes semblables. Mais à partir du moment où les groupes ont des caractéristiques différentes, la cote Z permet une comparaison qui est vraiment moins fiable. On a besoin, nous, de savoir si Zoé et Zénon étaient comparés à des étudiants forts ou bien à des étudiants faibles. Pour avoir ce type d'information-là, on doit explorer l'indicateur de force du groupe. On va imaginer qu'on est au collégial dans une classe de calcul différentiel. C'est le premier jour de la session. Comment on fait pour savoir si les élèves devant nous sont forts ou faibles? Pour le savoir, on va aller regarder comment ils ont performé au secondaire et on va choisir d'aller voir ce qui s'est passé, mais pas dans l'ensemble des matières. On se concentre sur les 5 disciplines ministérielles de 4e et de 5e secondaire.
Ici, on voit que Romy est une étudiante qui est vraiment performante. Mais pour savoir si elle s'est démarquée, on va comparer ses notes à la moyenne provinciale. C'est pertinent d'utiliser la moyenne provinciale parce que c'est des cours pour lesquels il y a eu une épreuve ministérielle. Donc, on a accès aux résultats de tous les élèves du secondaire qui ont fait le même cours que Romy au même moment. Ça, c'est la moyenne provinciale. On calcule l'écart entre la note de Romy et la moyenne. On a vu tout à l'heure que l'écart à la moyenne, ce n'est pas suffisant pour avoir une bonne comparaison. C'est vraiment important de relativiser en divisant par l'écart type. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a calculé l'écart type pour chacune de ces matières-là à l'échelle de la province. Ça veut dire que Romy n'est pas comparée aux étudiants de sa classe. Elle est vraiment comparée à l'ensemble de tous les élèves du Québec. Et là, c'est important d'insister sur cet aspect-là. Souvent, les étudiants vont dire et répéter un des mythes les plus persistants et ancrés en lien avec la cotère, en disant « Oui, mais moi, j'ai été pénalisée parce qu'au secondaire, mon enseignant était exigeant, parce que les élèves dans mon groupe étaient forts. C'est certain que ça va m'empêcher par la suite de me distinguer en ce qui a trait à la cotère. » Eh bien là, toutes les informations qu'on vient de voir nous permettent de comprendre que c'est vraiment une croyance erronée. On peut maintenant poursuivre en calculant la cote Z pour chacune des matières. Ça nous donne 5 cotes Z. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va calculer une moyenne pondérée. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que, par exemple, le cours de sciences physiques a plus de poids que d'autres cours. Ça peut dépendre du nombre de périodes accordées à chaque semaine à la matière. Là, on fait la moyenne pondérée, ce qui nous donne 1,56. On va prendre un pas de recul parce que ce n'est pas tant Romy à l'heure actuelle qui nous intéresse. Ce qu'on veut connaître, c'est la force du groupe. On prend les 20 étudiants qui sont dans la classe de calcul différentiel et on fait exactement le même travail qu'on vient de faire pour Romy pour les 19 autres élèves de sa classe. On se rend compte que tout le monde a des cotes Z moyennes qui sont positives dans le groupe qu'on regarde. Ça veut dire que c'est des étudiants qui étaient forts au secondaire. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes les valeurs? On veut résumer ça. On veut calculer la force du groupe. Ça va nous permettre de faire une moyenne de 1,78. Qui est notre force du groupe? On vient comparer chacun des étudiants au secondaire à l'ensemble de la province et on fait une moyenne de tout ça. Il reste une chose, un paramètre qui vient multiplier la cote Z, c'est l'indicateur de la dispersion de groupe. Ça, c'est le tableau qui mesurait les performances des élèves du groupe en 4e et 5e secondaire en les comparant à la moyenne provinciale. On calcule l'écart type de ça, ce qui nous donne 0,22. C'est un écart type qui est très, très petit. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous démontre que ce groupe-là, au niveau de sa force au secondaire, il était homogène. C'est des résultats peu dispersés, donc des étudiants de force semblable. C'est un paramètre qui vise à amoindrir les biais qui sont observés dans des groupes homogènes forts ou encore dans des groupes faibles hétérogènes. Tout ça nous a permis de faire le tour de chacun des paramètres du calcul de la cotère. Mais s'il y a une chose qui est importante de retenir, c'est que vous, votre rôle, c'est de trouver un programme qui vous intéresse, qui vous stimule, qui vous passionne, de choisir le cégep dans lequel vous vous sentez bien. Parce que le seul facteur qui a vraiment un impact dans la cotère, c'est vous, c'est l'intérêt que vous allez porter à vos études et le temps que vous allez y investir.